Bien, bonjour mes amis. Bonjour mes amis. Alors, on va décrypter une petite vidéo. Hein. Elle est très importante cette vidéo. Encore une fois, il faut rappeler certaines choses à nos frères africains musulmans et chrétiens aussi. Je rappelle que je suis animiste, hein, pur et dur. Et je défends l'héritage ancestral. Je défends l'héritage culturel, n'est-ce pas, de l'Afrique authentique. Une Afrique véritable. Débarrassée de toutes les influences et de la haine des religions monothéistes dites révélées. Dieu ne parle pas aux hommes. Dieu ne révèle rien. Dans vos religions, où on dit que le prophète s'était rendu quelque part, il était avec les chèvres, il était berger, à un moment il s'est rendu dans un coin, il y a un esprit qui est venu lui parler, c'est Dieu qui est venu lui parler en esprit, un ange est venu lui parler et lui a transmis le message pour qu'il a distribué ce message-là à son peuple. Mais c'était pour son peuple ce message, si ça a d'ailleurs existé. Ce n'était pas pour nous les Africains, parce que nous, en tant qu'Africains, on a notre façon de croire en Dieu. Ce n'est pas les autres qui sont venus nous apprendre c'est quoi la religion. L'Africain connaît déjà le nom de Dieu, ça existe dans sa langue et il la pratique. Il sait ce que c'est que rendre un culte à Dieu, à sa façon. L'Africain sait c'est quoi remercier la nature. L'Africain sait c'est quoi Dieu. Ce ne sont pas les peuples arabes ou occidentaux ou je ne sais où qui sont venus apprendre c'est quoi Dieu aux Africains. Maintenant, toi, Africain qui es musulman, toi qui es chrétien, et qui dit que tu es d'ailleurs musulman avant d'être noir, ce que tu dois comprendre, c'est que les autres ne font que ce que leurs ancêtres ont eu à faire. Ils ne répètent que les schémas tracés, conçus par leurs ancêtres. Toi, l'Africain, la différence, c'est que tu es un suiveur, tu es un squatteur. C'est toi qui vas squatter la religion des gens. On ne t'a pas invité là-bas. C'est toi qui vas squatter. Ils ont d'abord imposé par la force, d'accord, mais par la suite, des Africains qui ont été convertis, eux-mêmes ont fait le job en allant imposer ces religions violentes-là aux autres Africains. Ils les ont imposées. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a un véritable danger. Je vais vous faire écouter une vidéo. Déjà, je fais écouter la vidéo. On va faire un commentaire ensuite. Écoutez très bien. Hein. Pour lutter contre les interprétations fondamentalistes, le Maroc s'est lancé dans la fabrication de Corans locaux, des Corans standardisés, objectifs, imprimer 1 million de livres par an, des Corans destinés aux mosquées marocaines, mais aussi expédiés en Europe et en Afrique de l'Ouest. Sur le terrain, pourtant, et en particulier dans les écoles, l'enseignement islamique reste sujet à polémique. Un enseignement très traditionnaliste, décontextualisé, assuré par les associations religieuses. Les modernistes crient au danger. Voyez tout de suite ce reportage signé Christelle Marot et Jean-Marie Lemaire. Le Coran, livre sacré pour tous les musulmans. Ces manuscrits enluminés sont précieusement conservés par le Maroc. Mais de nos jours, c'est à la chaîne que l'on fabrique le Coran. Un Coran local, standardisé selon la narration Warsh, communément adoptée au Maghreb. Au niveau politique, la symbolique est forte. Il s'agit de promouvoir un islam marocain tolérant, pragmatique, afin d'éviter les interprétations fondamentalistes du wahhabisme. Dans cette imprimerie à Mohamedia, les rotatives ne s'arrêtent guère de fonctionner. Ici, 830 000 Corans ont été imprimés en 2012. Pour les autorités religieuses du Maroc, l'objectif est de sortir 1 million de livres par an dès 2013 afin de répondre aux besoins grandissants des mosquées marocaines. Mais pas seulement. Et une fois ce stade est atteint, alors on va procéder à satisfaire les Marocains résidant en Europe, en Italie, en France, en Allemagne, en Belgique. Parce qu'ils ne cessent de nous réclamer des copies, des exemplaires en quantité. En dehors des mosquées marocaines, 25 000 exemplaires ont été envoyés en France l'année dernière. Le Maroc fournit également les mosquées d'Afrique de l'Ouest. Ce que vous venez de voir, ce n'est pas un rêve. Il faut qu'on se comprenne très bien. Je vous place déjà le décor. Hein? Il faut qu'on se comprenne très bien. Les Marocains,
J'ai vécu au Maroc 3 ans. Hein. Donc quand je parle du Maroc avec quand même beaucoup plus de précision que ça. Que beaucoup d'autres d'ailleurs. C'est un pays que je connais très bien. Et je connais une cinquantaine de villes et villages au Maroc. J'ai beaucoup voyagé au Maroc pendant 3 longues années. Et les grandes villes là, j'ai visité beaucoup de grandes wilayas. Il faut comprendre comment le monde fonctionne. Je m'adresse ici aux Africains musulmans qui ne comprennent pas ou qui font semblant de ne pas comprendre. Le monde, c'est quoi? C'est une affaire de rapport de force. C'est une question de chacun se met en évidence. Les Marocains sont musulmans. Est-ce que vous comprenez le piège qu'il y a dedans? Mais ce ne sont pas des musulmans qui entendent de se faire dominer par les Wahhabites. Wahhabites ici, ça vient de Abdel Wahhab, qui est l'ancêtre de tous ces gens que vous voyez là, Arabie Saoudite, le Qatar et tout ce que vous voyez, les pays arabo-musulmans du Golfe Persique, là. Émirats Arabes Unis et tout ça. Mais le maître du jeu là-bas, c'est l'Arabie Saoudite, le Qatar. Ce sont ces pays-là qui financent un islam rigoriste, fondamentaliste, violent. Ce sont eux qui financent les cités, pour ceux qui ne le savent pas. Les millions de musulmans qui sont maghrébins, la plupart, bon, les Africains comme des moutons aussi ils suivent la mouvance, ils n'ont pas le choix, donc ils obéissent tout simplement. Il ne faut pas oublier que la plupart de ces musulmans africains qui sont ici en Europe, en France, en Belgique, en Hollande, en Italie, un peu partout, ils suivent, en fait, ils subissent une autre sorte d'islam, une autre influence religieuse à l'intérieur même de l'islam. Il faut savoir qu'il y a plusieurs islams. Et tout ce qu'il y a comme terrorisme, les guerres, et les premières victimes même de l'islamisme même, ce sont des musulmans eux-mêmes. Vous avez l'islam chiite et vous avez l'islam sunnite. Les deux là se font la guerre depuis des siècles. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc les victimes de ceux même quand les gens vous entendez, on dit qu'il y a un attentat quelque part, ceux qui meurent, ce sont des musulmans eux-mêmes qui meurent dedans. Ce qui s'est passé ici à la promenade des Anglais à Nice, il y a eu une centaine de morts et tout. Il y avait plus de la moitié, c'était des musulmans. C'était des Marocains, des Algériens, de ceci, de cela. Donc, au sein même de l'islam, il y a des divisions. Et il y a à l'intérieur des idéologies, des influences religieuses. Mais les Marocains, pour éviter le danger et faire que leurs enfants qui sont musulmans plongent dans le radicalisme, plongent dans le fondamentalisme wahhabite, c'est pour ça qu'ils parlent du wahhabisme à l'intérieur, pour ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne veulent pas donc que leurs enfants sombrent dans le wahhabisme, parce que quand vous voyez les pratiques religieuses ici en France, ça fait peur. Vous avez des jeunes qui sont dans les rues, quand ils te parlent d'islam, tu as l'impression qu'ils parlent d'un islam qui sort de la planète Mars, un autre genre d'islam. Mais ce sont des influences religieuses qui viennent du wahhabisme, l'Arabie Saoudite, le Qatar et tout ça. Ce sont eux qui influencent maintenant la religion musulmane en Europe. Or, quand tu vas maintenant côtoyer les Marocains, les Tunisiens, les Algériens et tout ça, mais je parlerai plus du pays que je connais, qui est le Maroc. Les Marocains ne sont pas comme ça. Ils ne sont pas comme ça. C'est un pays ouvert, le Maroc, très ouvert. C'est un pays très tolérant. Il peut y avoir des moments où ça ne va pas dans le pays, où peut-être on fait la chasse aux migrants. Il y a des moments où dans le pays, un noir peut se faire tabasser quelque part, parce qu'il y a peut-être un noir, parce que c'est des gens qui n'arrivent pas à faire la différence. C'est-à-dire que, bon, toi, on te voit, un noir, c'est Mamadou. Et donc, si un Mamadou est allé, il a peut-être volé une femme arabe, ou un Marocain, prenons l'exemple comme ça. Si tu passes, quand il sort, peut-être il a son couteau, il est en train de chercher l'Africain qui lui a fait du mal. Lui, dans sa tête, c'est Mamadou. Donc, dès qu'il sort en route, le premier noir qu'il va voir, si tu es même étudiant, tu es, je ne sais pas, homme d'affaires, tu es clandestin qui va en Europe et tout ça, lui, il ne fait pas la différence. Lui, il cherchait Mamadou pour rendre la pièce. Donc, tu peux payer le prix comme ça, là, alors que tu n'y es pour rien. Pour eux, Mamadou, l'Africain, c'est Mamadou. Ça s'arrête là. Ils ne sont pas là pour faire la différence qui est congolais, camerounais, ceci, chrétiens, musulmans entre vous. D'ailleurs, même dans leur tête, ils savent que tous les Africains, c'est des musulmans. Et ils connaissent au Maroc, ils connaissent le Sénégal. Peut-être qu'il y a un match de football maintenant.
Sénégal, peut-être Maroc, Namibie. C'est là où ils vont se dire, ah, il y a un pays africain qui s'appelle Namibie. 2 jours après, ils ont oublié, ils sont passés à autre chose. Il y a le nom qui va toujours revenir, c'est Sénégal. Parce qu'il y a des liens historiques très forts entre le Maroc et le Sénégal. Et une bonne partie de l'islam soufi qui est pratiqué au Sénégal est d'influence marocaine, le soufisme marocain. Il y a des liens historiques entre les deux peuples-là. C'est pour ça que vous voyez, malgré ce qui s'est passé avec la finale de la Coupe d'Afrique, les deux arrivent toujours à s'entendre, à se réconcilier plus facilement. Du moins, celui qui fait toujours plus de concessions, c'est le noir musulman qui se convertit donc inconsciemment. L'image de leur prophète, c'est l'image des Arabes. Donc, vous comprenez très bien l'endoctrinement, vous comprenez très bien la soumission et vous comprenez très bien ce conditionnement psychique qu'il y a derrière. Mais si vous allez au Maroc, vous avez l'impression que vous êtes dans un pays laïque qui est ouvert à tout le monde. Les gens, il y a des endroits où les gens boivent de l'alcool. D'ailleurs, les Marocains eux-mêmes fabriquent du vin rouge, ils fabriquent beaucoup d'alcool chez eux. Les gens boivent, les femmes marocaines ne sont pas voilées, elles n'ont pas besoin de ça. Si vous allez au Maroc, vous vivez votre vie. Hein. Les gens sont là, voilà, à Marrakech encore, c'est pire là-bas. Vous allez dans les grandes villes, Casablanca, Marrakech, les gens font leur vie tranquillement. Les gens font leur vie. Ils pratiquent l'islam, c'est des gens qui vont à la mosquée, c'est des gens qui prient et tout. Mais dans leur façon de prier, ce ne sont pas des gens... Ce ne sont pas des gens rigoristes. Je dirais, moi, par exemple, j'ai vécu aussi en Algérie. Si je veux comparer, il n'y a pas photo. Par exemple, en Algérie, c'est vrai que les mentalités commencent à changer au fur et à mesure. Plus le temps passe, c'est en train de changer. Par exemple, c'était très très mal vu. Pourtant, j'étais dans une grande ville hein, comme Oran en Algérie. C'était d'ailleurs très très mal vu que par exemple tu sois un Africain. Quand nous on allait dans les marchés chercher des petits jobs, c'est-à-dire que tu vas dans des marchés, il y a des femmes parfois qui ont besoin des bricoleurs. Du bricolage chez elles, ou bien transporter sa bouteille de gaz, l'accompagner, ou bien porter ses fruits et légumes, l'accompagner. Après, elle te donne quelques dirhams et tout pour te soutenir et tout ça. C'était toujours très mal vu, c'est-à-dire que quand tu marches avec elles, les Algériens, c'est toujours très violent. Soit on va te jeter les pierres, soit on va te demander, mais qu'est-ce que tu fais avec un... On va lui demander à elle, la dame, hein, qu'est-ce que tu fais avec un black? Des choses comme ça, en fait. Mais, quand tu arrives, voilà, moi, au départ, je ne comprenais pas. Je marchais avec la dame comme ça, côte à côte. Par exemple, j'allais l'accompagner, j'allais porter ses courses et tout. Mais je ne comprends pas pourquoi elle fuyait toujours les pas, elle avançait toujours plus vite que moi. Et moi, j'essayais de la rattraper. Moi, je ne comprenais pas que non, en fait, c'est parce qu'elle ne veut pas qu'on sache qu'on est ensemble, quoi. Tu vois, mais les courses étaient lourdes, donc il fallait aller l'accompagner. C'est au fil du temps, quand tu vis là-bas, ma soeur adorée, Macabo de l'Ouest, j'espère que tu vas bien. Donc, c'est quand tu vas dans ces endroits-là, au fur et à mesure, tu apprends, tu finis par comprendre que, voilà, quand tu arrives au Maroc, bah, voilà, hein, tu as des mosquées à gauche, à droite, les gens s'adaptent, les gens vivent leur vie, les femmes ne sont pas voilées, il y a rarement des débats sur les histoires de voile. C'est en France que moi j'ai vu ça, hein, où ici je vois les mêmes Marocaines qui là-bas ne se voilent pas, dans un pays où je sors de là, les gens ne se voilent pas. J'arrive en France, je vois, il y a des débats sur le voile tout le temps. Je vois même des gens mettre même le voile intégral, les burqas et toutes ces choses-là et tout ça. Mais pourtant, je ne voyais pas ça. Je ne voyais pas ça là-bas. Tu peux marcher pendant des jours, pendant des semaines au Maroc. Tu ne vois pas une seule femme avec le voile intégral, le burqa qui cache le visage là. Tu ne vois pas ça. Les gens ne sont pas comme ça là-bas. C'est ouvert, les gens mangent, ils boivent, ils dansent, ils font leur vie, quoi. Il y a beaucoup de touristes, les gens viennent de partout. Tu vois, il y a un monde là, tu ne sais pas qui vient d'où. Ils ne sont pas comme ça. Le fameux marhaba là-bas, c'est pas seulement... il y a des discriminations, hein, il y a du racisme, il y a quand même pas mal de choses. Hein. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas un enfer non plus, par rapport à ce que certains peuvent décrire. Vous allez dans d'autres pays, c'est beaucoup plus difficile que cela. Vous voyez que la preuve, c'est qu'eux-mêmes, même en tant que Marocains eux-mêmes, ils n'arrivent pas à s'adapter ailleurs. C'est-à-dire que prends le deux vols, tu mets direction Arabie Saoudite, tu mets direction Paris. Le Marocain viendra à Paris. Tous les musulmans d'ailleurs, malgré tout ce qu'ils bavardent. La terre du prophète, la terre sainte de l'islam, c'est l'Arabie Saoudite. Mais si tu mets un vol là, tu mets Paris, New York, tu mets Arabie Saoudite, tous vont aller à New York, tous vont aller à Paris. Parce qu'ils ont besoin de vivre dans un monde de liberté. Ils ont besoin de vivre dans un monde où il n'y a pas autant de contraintes que dans les pays comme l'Arabie Saoudite.
Et je vais prendre un autre exemple parce que c'est important de faire comprendre ça. Je m'adresse ici aux Noirs africains musulmans convertis là. Et il faut comprendre quelque chose. C'est que les Saoudiens eux-mêmes, les Wahhabites, on va appeler ça comme ça parce qu'il n'y a pas que l'Arabie Saoudite, il y a le Qatar aussi, tout ça. En quelque sorte aussi le Yémen et tout ça. Même si au Yémen, vous avez une grosse influence aussi qui est chiite, au même titre que l'Iran. C'est pour ça d'ailleurs que récemment, même dans la guerre qui a été engagée entre les États-Unis et l'Iran, vous avez certains musulmans qui soutenaient les États-Unis contre l'Iran. Pourtant, certains vont se dire, mais non, mais c'est tous des musulmans. Sauf que non, l'Iran, c'est l'islam chiite. Sunnite. Non, chiite, pardon. Or, les autres majoritairement sont des musulmans sunnites. C'est une autre branche de l'islam. Donc, finalement, les Saoudiens ont compris que pour développer leur pays, il faut ouvrir l'Arabie Saoudite au monde entier. Ils veulent organiser la Coupe du Monde de 2034. L'Arabie Saoudite est favorite. Le Qatar, à côté, a organisé une Coupe du Monde de football en 2022. Ils n'ont pas interdit l'alcool, hein. Ils n'ont pas interdit plein de choses. Hein. Donc, même ceux qui sont venus avec l'islam sont en train de comprendre une chose. Pour avancer, il faut s'ouvrir au monde extérieur. Pour avancer, il faut envoyer ses enfants à l'école apprendre les sciences et la technologie. Parce que c'est ça qui développe un pays. Vous avez en Afrique des endroits où les gens n'arrivent pas à manger. Vous avez dans des endroits où ils apprennent l'école coranique aux enfants. Ils sont là avec les ardoises, ils ont faim, les enfants ont la tête baissée, ils ont faim, ils ont sommeil, ils sont même pas propres, tout ça. Ils récitent des choses dans des langues qu'ils ne comprennent pas. Il va te dire, on a shadow, Allah ilah. La ilaha illallah, nashhadu anna Muhammad Rasulullah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahman ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim. Si tu lui demandes ce que ça signifie, traduction, ça veut dire quoi? Il ne peut pas te dire. Il ne sait pas ce que c'est. On est venu, on lui a dit, maintenant, les crânes de tes ancêtres, tes coutumes et autres, c'est de la sauvagerie, c'est de la barbarie. Tu laisses ça et tu viens à la lumière, on va t'apprendre ce que c'est que l'islam. On impose une religion, du jour au lendemain, vous commencez à pratiquer le culte des autres, on te dit, ça doit se faire en arabe. Tu dois prier en direction de la Mecque, c'est-à-dire que tes énergies, tu les envoies à un égrégore du côté de la Mecque que tu ne connais pas. Tu dois pratiquer cette religion-là uniquement dans la langue arabe, parce que c'est la langue du paradis et c'est la langue qu'on parle le jour du jugement. Ça veut dire que tout le reste du monde entier qui ne parle pas arabe ira en enfer. Donc, il y a cette influence-là wahhabite aujourd'hui en Occident. Et les Marocains veulent éviter ça. Le wahhabisme est en train de s'imposer. Vous savez comment ça se passe souvent en France? Vous avez des gens, par exemple, il y a des femmes, on dit non, ne marchez pas avec le voile intégral, c'est strictement interdit. Mais elles vont marcher avec, elles s'en foutent. On va mettre une amende de 150 €, de 200 €. En fait, ce n'est pas elles qui payent. Il y a des associations religieuses derrière, pour d'autres qui sont fondamentalistes, qui vont dire avancer. L'objectif, c'est quoi? C'est deux civilisations qui sont en train de se combattre. C'est deux civilisations qui s'affrontent. Et celui qui paye les pots cassés au milieu de tout ça, c'est l'Africain qui est converti. C'est l'Africain converti à l'islam qui subit tout ça. C'est-à-dire que on dit ne portez pas le voile intégral, elle porte. Mais dès qu'il y aura des amendes, ce n'est pas elle qui paye. Elle donne juste le numéro de l'amende et tout. Ailleurs, il y a les associations religieuses fondamentalistes islamistes qui vont payer à sa place. Donc, elle s'en fout. Demain, elle peut encore reporter ça, elle marche avec. Elle n'a peur de rien. Parce qu'il y a une civilisation arabo-musulmane qui est en guerre contre la civilisation occidentale. Et au milieu de tout ça encore, comme je disais, les Africains payent les pots cassés parce que soit ils sont musulmans, soit ils sont chrétiens. Les Africains sont tout sauf eux-mêmes. Ils sont là juste pour recopier les autres. Ils sont là pour squatter les autres. Voilà exactement ce qui se passe. Il y a... si je le retrouve ici, il y a un ouvrage très intéressant. C'est une dame... si je le retrouve ici, je vais vous le présenter. Voilà.
voyez, les soldats d'Allah à l'assaut de l'Occident. C'est Jemila Ben Habib, prix international de la laïcité 2012. Préface d'Yvette Roudy. Vous voyez, c'est cette dame-là. En fait, il y a des gens qui ne comprennent pas les enjeux, en fait. Et pour comprendre les enjeux, il faut lire les bouquins comme ça, pour comprendre les véritables enjeux. C'est-à-dire que vous avez, c'est des civilisations, en fait. C'est des civilisations qui s'affrontent. Vous comprenez? Et celui qui n'a pas vraiment sa civilisation, qui n'a pas son berceau civilisationnel, qui ne pense pas à partir de ses repères, qui ne pratique pas la religion inventée par ses propres ancêtres, c'est celui-là qui s'est déporté ailleurs pour aller être le sous-fifre, c'est-à-dire qui est au service finalement du monde arabo-musulman et qui est en même temps au service du monde occidental. C'est l'Africain qui joue ce jeu-là. Et c'est lui qui paie dans ce jeu parce que lui met au tombeau sa propre civilisation, il met au tombeau ses propres valeurs pour adopter les valeurs étrangères à son continent. Voilà d'où vient le malheur. Donc, les Marocains se disent, on ne veut pas être dominé par ceux-là qui sont fondamentalistes. Nous pratiquons un islam très tolérant. Et pour le coup, même si vous allez en Algérie, mais plus encore au Maroc, vous avez des gens qui sont musulmans, mais qui ne sont pas dans la pratique rigoriste de l'islam. C'est des gens qui sont ouverts, qui accueillent, qui sont à l'écoute de l'autre et qui sont dans une pratique vraiment simple de l'islam. Un peu comme chez nous en Afrique. Avant que ces bêtises de Boko Haram arrivent, c'est quelqu'un qui allait s'installer en Arabie Saoudite, qui a appris les bêtises des Wahhabites là-bas et qui a ramené ça en Afrique, qui a créé Boko Haram. Celui qui a créé Boko Haram, le Nigérian, là j'oublie son nom, il a fait ses études en Arabie Saoudite. Donc pendant que les gens vont apprendre la science et la technologie, comment transformer ceci pour fabriquer des bitumes, comment fabriquer des comprimés, comment fabriquer ceci, les gens vont s'asseoir pour apprendre des choses, pour venir créer des guerres religieuses, soi-disant, pour diviser les pays. Et l'un des salopards, l'un des criminels qui a financé ce genre de choses en Afrique s'appelle Muammar Kadhafi. Muammar Kadhafi, c'était le grand agentier qui finançait l'islamisme politique et l'islam radical en Afrique. Muammar Kadhafi, c'était son travail. Et tous ces gens-là recevaient des dons de Muammar Kadhafi. D'ailleurs, quand le Nigeria, ça va exploser avec l'affaire Boko Haram, la première proposition de Muammar Kadhafi, c'est d'appeler les présidents successifs, et il faisait la pression qu'il faut diviser le Nigeria en deux pays, le nord pour les musulmans et le sud pour les chrétiens. Mais quand on te dit le Nigeria sud pour les chrétiens, allez voir des millions de musulmans qui sont nés, qui ont grandi dans le sud du Nigeria, et qui n'ont jamais connu le nord, mais ils sont pourtant à Aoussa. D'autres qui sont Kanouri et autres, mais qui sont nés, ils ont grandi à Lagos, à Abuja, ils n'ont jamais mis pied même là-bas au Grand Nord. Il y a des gens qui sont du sud, qui sont nés, qui ont grandi au nord, qui ne connaissent pas le sud. Mais Kadhafi avait proposé que non, la seule solution c'était de diviser le pays et faire le nord pour les musulmans, un autre État, et créer un État du sud pour les chrétiens. Donc à cause des influences religieuses, des influences linguistiques et autres, nous divisons notre pays, nous nous divisons. Comme vous voyez aujourd'hui le Soudan divisé, le nord du Soudan pour les Arabes, le sud pour les chrétiens noirs. Voilà dans quelle bêtise nous sommes en Afrique. Maintenant, il y a le Cameroun anglophone, Cameroun francophone. Il faut qu'ils se séparent. D'autres parlent anglais, d'autres parlent français. Pourtant, il y a même moins de 100 ans en arrière, ces peuples-là n'étaient pas des peuples musulmans, je ne sais pas, ni chrétiens, je ne sais pas, musulmans, ni je ne sais pas quoi, francophone ou anglophone. Mais à cause des influences extérieures, nous arrivons à nous diviser nous-mêmes de l'intérieur. Et c'est ça le malheur chez nous en Afrique. Donc, les Wahhabites financent l'Occident ici avec les Corans. Ils ont mis le Coran partout. Ils financent les constructions des mosquées, puisqu'ils ont beaucoup d'argent, l'argent de pétrodollar. Ils financent les mosquées. Ce qui fait que vous avez des anciennes églises en France aujourd'hui qui sont transformées en boulangerie, en salle de sport. Il y a des anciennes églises là qui sont là, qui ne servent plus à grand chose. Maintenant, les mairies, puisque ces mairies-là coûtent cher, en fait, l'entretien de ces églises-là coûte cher, les Occidentaux ayant
quitté majoritairement. Aujourd'hui, c'est des gens qui ne sont plus trop dans la religion et autres. Qu'est-ce qu'ils font entre-temps? Les Wahhabites maintenant financent pour permettre aux musulmans, par millions qui sont en Europe, d'occuper les anciennes églises. Donc, avant de mettre même une église en vente, non, les gens déjà se sont proposés pour acheter et transformer cela en mosquée. Sauf qu'il y a aussi des Occidentaux qui résistent en disant non. Même si maintenant il n'y a plus trop de pratiques religieuses, la religion a été séparée du pouvoir législatif, pouvoir exécutif et tout ça. Il y a eu séparation entre l'église, l'État et tout ça. Mais n'en demeure pas moins que nous sommes des judéo-chrétiens. La France est un pays judéo-chrétien. La France est même d'ailleurs fille aînée de l'Église. Donc il y a quand même des gens qui résistent. Il y a des associations chrétiennes aussi qui résistent en disant non, ça fait partie de notre patrimoine. C'est là où vous comprenez que les Occidentaux sont des gens très futés. Ce n'est pas pour autant qu'ils vendent à tout va. Parce qu'ils savent que s'ils vendent, il y a déjà pratiquement 3000 mosquées en France. Et il y a peut-être 700 à 800 mosquées encore qui sont en cours de construction. Ils se disent, si on finance comme ça sur 20 ans, sur 50 ans, nous allons disparaître en tant qu'Occidentaux. Et ceux qui vont prendre la place seront des musulmans, des arabo-musulmans. Et avec le contingent d'Africains musulmans convertis et tout ça qui va arriver et tout. Ils se disent, il faut qu'on protège notre patrimoine. Voilà comment les Occidentaux pensent. Pendant ce temps, il y a maintenant le pétrodollar de l'autre côté qui finance parce qu'ils ont intérêt à ce que l'Europe devienne musulmane. Donc, ils financent la construction des mosquées, ils financent la construction des salles de sport halal. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais il y a déjà ça en Europe beaucoup. Nous sommes en été là. Regardez le journal en France, regardez sur les chaînes de télé un peu partout. Il y a maintenant ce qu'on appelle les vacances halal. Comme vous avez des boucheries, 70 à 80% des boucheries en France maintenant sont des boucheries halal. Bon, moi quand je mange, je mange. Hein. Je ne veux pas savoir halal ou pas halal. J'aime bien quand c'est grillé, si c'est bien assaisonné, je mange. Je m'en fous de halal ou pas, hyper caché, ça c'est pas mon problème. J'ai envie de manger de la bonne viande, voilà, qui est saine, c'est le plus important. Donc, il y a ce qu'on appelle maintenant les vacances halal. Ça veut dire quoi? Vacances halal, ça veut dire il faut des espaces culturels, des espaces de fête uniquement pour les musulmans et pour même pas seulement les musulmans, parce qu'on n'accepte pas tout le monde là-bas. Si tu es musulman malien, tout ça, je ne sais pas, musulman congolais converti, ou bien je ne sais pas, sénégalais ou autre, tu débarques là-bas, tu n'es pas la bienvenue. Donc, entre eux, il y a une sorte d'entre-soi qui s'est créé dans ce qu'ils appellent vacances halal, où vous avez des femmes qui viennent avec leurs vêtements, leurs djellabas, et tout. Ils ont besoin d'un espace où tout est halal. C'est-à-dire qu'il y a même ce qu'on appelle les piscines halal. C'est-à-dire que si tu vas dans ces piscines-là, tu viens avec tes petits caleçons, les trucs qu'on voit sur les plages, là, les trucs que tu vas entrer nager. Non, on te dit que c'est interdit. Ici, c'est des vacances halal, c'est-à-dire que c'est uniquement pour les musulmans de France et surtout les Arabes, si vous voulez. Donc, ils ont créé cet espace-là et ils sont en train de se battre pour que ça existe davantage, pour que ce genre de sites de vacances halal se multiplient dans toute la France. Et ce n'est même pas seulement une question de France, mais c'est une affaire de l'Europe. Et ceux qui sont derrière ces financements, il y a des Saoudiens. Il y a aussi de l'autre côté maintenant une sorte de mendicité des Occidentaux eux-mêmes. C'est-à-dire que vous avez des dirigeants occidentaux, par exemple, vous avez des maires, vous avez des députés, des élus en tout cas, qui sont à la solde des pays du pétrodollar, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Y compris même commençant par le président, vous voyez Macron, il va là-bas faire des courbettes et tout parce qu'ils ont besoin d'argent. Et maintenant, si vous avez besoin de l'argent de l'Arabie Saoudite, du Qatar et autres, en retour, puisque vous vendez les armes chez eux, vous vendez ceci, vous vendez cela, en retour, on vous dit non. Il y a nos enfants musulmans là-bas chez vous. Il faut essayer de faire quelque chose pour eux. Et les élus maintenant de leur dire, vous voyez, nous on veut bien faire quelque chose pour vos enfants musulmans qui sont chez nous, sauf qu'on n'a pas les moyens. On veut construire des logements pour les loger, mais on n'a pas assez de moyens. Résultat, il y a plusieurs constructions maintenant en France, notamment dans les cités. Et quand je parle de cités ici, pour ceux qui vivent ici comprennent c'est quoi une cité. Je ne parle pas de banlieue, parce qu'il y a une différence fondamentale entre la cité et la banlieue. La cité, c'est quoi? C'est cette espèce d'endroit où
vous avez des constructions en HLM, hein, habitation, logement moyen, les logements ne coûtent pas souvent trop cher. Et à l'intérieur, il y a une communauté généralement qui est dominante, qui est la communauté musulmane, dans les HLM et tout. Et donc, il y a la pratique religieuse. En fait, c'est une sorte de pays dans un pays. C'est comme une sorte de Bantoustan. Et c'est une sorte d'entre-soi où on sait qu'ici, il y a Mamadou, là, on sait qu'il y a Abdelkader. Ici, quand on descend, il y a Ismaël. Dès qu'on monte, on sait qu'il y a Malik en haut et tout. En fait, c'est une sorte de communauté qui s'est créée. Et c'est les Occidentaux eux-mêmes, voilà, qui ont créé tous ces trucs-là. C'est pas seulement fait pour ça, mais il y a une autre maintenant, un financement qui va donc venir des pays de pétrodollars, qui vont financer la construction, même des HLM en France. Donc, résultat, l'Arabie Saoudite, avec l'argent du pétrodollar, va maintenant financer les mosquées halal, les piscines halal, les vacances halal, les livres, et surtout ce qu'ils vont diffuser, c'est quoi? C'est l'idéologie wahhabite, qui est une idéologie violente, qui discrimine, qui prend du contrôle. Et donc, c'est les mêmes, hein, c'est-à-dire que vous êtes dans une sorte d'hypocrisie qui ne dit pas son nom, quoi. Bonjour, mon frère Roger Tanonkou. Vous êtes dans une hypocrisie qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire que je vous invite à taper, je vais voir si on va voir, on va peut-être regarder ça, voir. Je vais revenir dessus, hein, c'est une vidéo très importante. Il faut qu'on comprenne la place, les Africains doivent comprendre en fait les enjeux. On va voir ça. On va voir ça, je vous parlais de ça récemment. Il y a un pays aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez les enjeux. C'est-à-dire que là, vous avez ce qu'on appelle le pont, on appelle ça le pont whisky. Je ne sais pas si les gens comprennent. Ça s'appelle le pont whisky, c'est-à-dire le pont Johnny Walker. Vous connaissez le whisky qu'on appelle le whisky Johnny Walker, le pont whisky. Là, vous avez deux pays musulmans. D'un côté, vous avez l'Arabie Saoudite qui est la terre sainte et tout, où on ne doit pas faire du péché, on ne va pas commettre des péchés. Et vous avez un pont qui sépare, vous avez en face le Bahreïn, qui est aussi officiellement un pays musulman. Puisque l'Arabie Saoudite, c'est la terre sainte, qu'est-ce qu'ils font? Tout ce qui est interdit et tout, c'est une terre qui est halal, c'est une terre qui est sainte. Donc tout ce qui est interdit, l'alcool, la drogue, prostitution, tout ce qu'il y a, les petites filles qu'on traîne à gauche, à droite, voilà, tout ça est interdit. C'est haram. Les vendredis, qu'est-ce qu'ils font? Ils traversent juste le pont whisky. Ils ont déjà apprêté tout ce qui est de l'autre côté. Hein. C'est-à-dire qu'ils traversent juste le pont. On va sur la terre où tout est autorisé. Au Bahreïn, là-bas, les gars boivent de l'alcool, ils saoulent, ils couchent avec les femmes partout, ils font tout ce qui est interdit, haram et autres. Après le week-end, quand ça se termine, dimanche soir, ils font bon, bismillah et tout, on finit. On reprend maintenant les voitures, on retraverse le même pont, on retourne en Arabie Saoudite. Et maintenant, ils ont inventé encore, les Wahhabites, ils sont dangereux, les Wahhabites, là, l'Arabie Saoudite, le Qatar et autres. Ils sont dangereux, ces gens. Ce sont eux qui financent aussi le terrorisme en Afrique. Vous allez voir dans tout ce qui est terrorisme, vous allez entendre toujours le nom du Qatar qui finance. La déstabilisation du nord du Mali, la déstabilisation du nord, tout ce qui est le Sahel. Vous allez toujours voir derrière cela les Occidentaux, certes, mais vous allez voir toujours derrière ceux qui financent ces mouvements religieux. C'est toujours le Qatar. L'Arabie Saoudite, les deux là sont toujours derrière. Donc, là-bas maintenant, ils ont débloqué un autre niveau. Qu'est-ce qu'ils font? Puisque la terre est une terre sainte, ils disent, bon, ça c'est la terre. Maintenant, ils ont des jets privés qu'ils ont achetés, où ils ont mis de l'alcool dedans, ils ont mis tout ce qui est haram, tout ce qui est interdit. Ils ont pris des belles filles qui viennent d'Ukraine, ils ont des belles filles qui viennent de partout, les pays du monde là, ils importent ces filles là-bas. Permettez-moi l'expression importer. Et maintenant, ils entrent dans des avions, ils vont se caler comme ça au niveau du ciel.
C'est-à-dire, ils ont des hélicoptères, ils montent comme ça au niveau du ciel. Et là-bas, ils éclatent, ils font tout ce qu'ils veulent en haut, après ils redescendent sur terre. L'essentiel, c'est que ça ne soit pas fait sur la terre arable que vous voyez. Il ne faut pas que ce soit fait sur la terre saoudienne. Mais les gars montent dans l'espace, ils font toutes les bêtises, après ils redescendent. Et c'est cette idéologie-là maintenant qui est en train d'être imposée au monde entier. Les Marocains ont donc compris le piège. Ils se disent, nous voulons un islam tolérant, pacifiste, où on est en accord avec les autres et on avance en frères en tant qu'humanité. Donc ils se sont rendus compte que de plus en plus, cette idéologie est en train de prendre la place d'abord en Europe et ensuite même chez eux en quelque sorte. Maintenant, pour se protéger, qu'est-ce qu'ils font? On réécrit le Coran, version marocaine, pour distiller partout. C'est une façon de combattre le Coran rigoriste, fondamentaliste qui vient d'Arabie Saoudite et du Qatar et tout ça. Voilà l'objectif. Et c'est pour ça que quand vous voyez, ils font ce genre de travail. Ce n'est pas un hasard. On va réécouter. Le Maroc des Corans, fabrication de Corans locaux, des Corans standardisés, objectifs, imprimés. Les Corans locaux standardisés. C'est très important. Or, le Coran, d'après ce qu'ils disent, le Coran est descendu directement du ciel. Il y a des hommes qui se sont permis maintenant de réécrire le Coran, standardisé. Mais quand on dit standardisé, c'est à partir de quel référentiel? Est-ce que le Maroc, c'est le Sénégal? Est-ce que le Maroc, c'est le Mali? Est-ce que le Maroc, c'est le Niger? C'est le Burkina? Est-ce que c'est le Tchad? Est-ce que c'est le Cameroun? Est-ce que c'est le Congo? Mais ce Coran-là va être un Coran distribué depuis 2012. Ils ont commencé à distribuer à l'intérieur du Maroc. Et donc, imaginez de 2012 à maintenant, ça fait 14 ans qu'ils fabriquent au moins, on va dire presque 1 million par an. Et ils distribuent en Europe. On comprend très bien que c'est pour leurs enfants, leurs descendants qui sont un peu partout en Europe. Vous regardez l'équipe du Maroc qui est en Coupe d'Afrique, en Coupe du Monde à présent. Vous avez 11 entrants l'autre jour contre le Brésil. 9 sur 11 sont nés et grandis en Europe. Ils n'ont pas connu le Maroc. Et les deux qui sont les deux Blédas qui étaient dans l'équipe, Ounaï et je ne sais plus qui d'autre là, quand on les a remplacés, les 11 qui étaient sur le terrain contre le Brésil étaient des gens tous nés en Hollande, comme Saïd Barry, il est né en Hollande, le gardien Bounou, il est né au Canada. Vous avez tous ces gars-là, d'autres sont nés en France, d'autres sont nés en Belgique, tout ça. Vous voyez? Donc il y a des millions de leurs enfants qui se retrouvent en Occident et ils ne veulent pas que leurs enfants soient embarqués dans cette pratique de l'islam-là. Ils ont donc fabriqué leur propre Coran qu'ils distribuent partout. Et ça fabriqué dans la ville de Mohamedia. Pour ceux qui connaissent le Maroc, Mohamedia, c'est en allant vers Casablanca, tout ça. Vous voyez? On continue. 1 million de livres par an, des Corans destinés aux mosquées marocaines, mais aussi expédiés en Europe et en Afrique de l'Ouest, sur le terrain. Maintenant, on parle d'Afrique de l'Ouest. Pourquoi l'Afrique de l'Ouest? Il faut qu'on se comprenne très bien. Pourquoi l'Afrique de l'Ouest? Mais pourquoi les Marocains, qui sont du nord de l'Afrique, qui sont des arabo-berbères, fabriquent leur Coran, qui doit répondre à leurs besoins, à leur identité, à leur environnement, à leur civilisation, à leur façon de penser, à leur mode de pensée, à leur idéologie, l'ensemble de tout ça finalement, pourquoi ils envoient ça en Afrique de l'Ouest? Mais est-ce que les Ouest-Africains qui sont musulmans sont inaptes à la pensée? Est-ce que les Ouest-Africains qui sont musulmans sont incapables de fabriquer leur propre Coran ou de réécrire un Coran de l'Afrique de l'Ouest qui réponde aux besoins, aux spécificités de l'Afrique de l'Ouest? Pourquoi ils ne peuvent pas faire ce travail-là par eux-mêmes et se laissent maintenant? Parce que c'est une autre forme de domination aussi. Ils ont réécrit dans le Coran, mais ils envoient ça en Afrique de l'Ouest. Ça veut dire toi qui es Soussou, qui es Malinké, qui est Alpoula, qui est je ne sais pas Mandeng, je ne sais pas. Tu vas maintenant t'adapter à une autre version du Coran qui vient du Maroc.
Mais pourtant, ça fait plus de 1000 ans, je ne sais pas combien de milliers d'années que tu pratiques l'islam. Est-ce que vous, en tant que Maliens, Sénégalais, Nigérians, je ne sais pas, Tchadiens, bon, Tchad, on va dire l'Afrique centrale, mais quand ils disent l'Afrique de l'Ouest, comprenez que c'est toute l'Afrique noire. Hein. Il ne faut pas être naïf non plus. Pourquoi c'est à eux de fabriquer et d'envoyer chez nous? Pourquoi nous-mêmes ne pouvons pas nous asseoir et nous dire, ok, on va donc faire notre propre Coran, ou alors se débarrasser définitivement de l'islam et du christianisme? C'est encore la meilleure solution. Ou alors, si on dit qu'on va rester dedans, on peut décider de réécrire le Coran à notre façon, de telle sorte que les réalités, que ce qui sera dans ce Coran-là épouse les réalités locales, soit en adéquation avec nos mœurs, nos valeurs et autres. Et il y a donc quelqu'un qui s'appelle l'imam Nanfo Diaby, qui est un Manding, Maninka, en Guinée-Conakry, dans la ville de Cancan. Il avait décidé, il a dit, mais pourquoi nous prions en direction de la Mecque? Pourquoi nous prions en langue arabe? Pourquoi? Et à un moment, il s'est dit, ok, je vais construire ma propre mosquée, une grande mosquée, où on va prier notre Dieu, mais on va prier, on reste des musulmans, certes, mais on va faire notre pratique dans notre langue locale qui est le Maninka. Et donc, on va prier en Maninka. Qu'est-ce qui s'est passé? Des centaines de milliers de gens se sont levés à l'intérieur de la Guinée pour dire que ce n'est pas normal. L'islam, c'est uniquement en arabe. Le Coran, c'est uniquement en arabe. Quand on prie, c'est uniquement en direction de la Mecque. Ils se sont radicalisés contre le monsieur. On l'a arrêté, on l'a tabassé. Et on est allé détruire sa mosquée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte jusqu'à quel point l'Africain est con. On est allé détruire sa mosquée parce qu'il a osé pratiquer l'islam dans la langue locale. C'est un peu comme si Dieu n'entend, une façon de dire que Dieu n'entend que l'arabe. Dieu ne comprend que l'arabe. Dieu ne comprend pas le maninka. Or, ces langues sont supposées être créées par le même Dieu. Il faut comprendre que dans cette histoire, c'est une histoire de manipulation. C'est une question de jeu d'intérêt. Et chaque peuple, chaque civilisation se bat pour ses propres intérêts. Raison pour laquelle je vous parle des luttes des civilisations. C'est des guerres des égrégores également. L'Africain est donc le seul dans tout ça qui ne comprend pas où est le sens, où se trouvent ses propres intérêts. Et quels sont les intérêts qu'il est censé défendre en tant qu'Africain, en tant que Noir. Pourtant, et en particulier dans les écoles, l'enseignement islamique reste sujet à polémique, un enseignement très traditionnaliste, décontextualisé, assuré par les associations religieuses. Les modernistes crient au danger. Voyez tout de suite ce reportage signé Christelle Marot et Jean-Marie Lemaire. Le Coran, livre sacré pour tous les musulmans. Ces manuscrits enluminés sont précieusement conservés par le Maroc. Mais de nos jours, c'est à la chaîne que l'on fabrique le Coran. Un Coran local, standardisé selon... Ils ont dit que ça descendait directement du ciel. C'est tombé à la Mecque. Comme par hasard. Le Coran est descendu du ciel, c'est tombé à la Mecque. La Mecque ici qui est un pays arabe, donc en terre arabe. Mais comme par hasard, pourquoi le Coran n'est pas tombé au Congo? L'Africain doit se poser cette question, comme par hasard. Pourquoi on parle en arabe? Pourquoi les prophètes sont arabes? Pourquoi, je ne sais pas pourquoi, les décisions prises au sein de l'islam sont prises par la minorité arabe, alors qu'ils ne font pas 20% de la population mondiale, musulmane mondiale. Si on réunit tous les musulmans du monde entier, les arabes eux-mêmes font à peine 18%. Mais toutes les décisions de l'islam sont prises par des arabes. Pourquoi? Mais le Coran, pourquoi ce n'est pas tombé au Cameroun? Pourquoi ce n'est pas tombé en Afrique du Sud ou au Mexique? Pourquoi ce n'est pas tombé aux États-Unis? Mais comme par hasard, Dieu a envoyé ça et c'est tombé directement à la Mecque. Voilà là où ça commence. Donc c'est un pays, leur prophète est de là. Et ils ont conçu ces religions-là. Et d'ailleurs, c'était bien écrit dans le truc. Ils disent que c'était pour la Mecque et les populations environnantes. Je ne sais pas si le Congo, le Tchad et tous ces pays qui sont devenus musulmans par la suite sont des pays qui sont auprès de l'Arabie Saoudite. Mais tout est parti de là. Et c'est de là qu'ils ont commencé à convertir les autres peuples du monde à travers le djihad. Le seul idiot, le taré dans l'histoire, qui ne comprend pas ce qui se passe, c'est l'Africain lui-même.
qui est le seul à ne rien comprendre à ce qui se passe. La narration Warsh, communément adoptée au Maghreb. Au niveau politique, la symbolique est forte. Il s'agit de promouvoir un islam marocain tolérant, pragmatique, afin d'éviter les interprétations fondamentalistes du wahhabisme. Dans cette Un islam tolérant, afin d'éviter les interprétations du wahhabisme, ce qui vient de l'autre côté. Donc ils ont l'intention de se conserver par eux-mêmes déjà, de protéger leur environnement, de protéger leurs propres enfants, et surtout ne pas laisser que leurs enfants soient... Parce que ceux qui sont ici par millions, qui sont des musulmans, des arabes comme on les appelle, ou les arabo-berbères, il faut savoir que ceux-là sont des seuls à être ici. Il n'y a pas de Qataris ici. Il n'y a pas de Saoudiens dans un HLM en France. Tout cela, ce sont des milliardaires. Quand ils viennent ici à Paris, ils prennent les Champs-Élysées partout. Ils ont des appartements qu'ils ont achetés ici aux Champs-Élysées. Et tout ce qui est interdit là-bas en Arabie Saoudite, ils viennent les pratiquer ici. On les voit traîner là, ici à Paris. Quand vous allez vers tout ce qui est Champ de Mars, vous allez à Paris, les Champs-Élysées, Tour Eiffel, tout ça. Vous voyez les Saoudiens là-bas, dans les grands hôtels et tout. Ils traînent avec des petites filles de 15 ans, 16 ans. Ils sortent des hôtels à gauche, à droite avec. Vous comprenez? Donc, ils savent que leurs enfants ne sont pas visés, ne sont pas concernés par tout ça. Pourtant, eux-mêmes, pour développer l'Arabie Saoudite, le Qatar et autres, non. Leurs enfants ont fait les sciences, la technologie aux États-Unis, au Canada, en Angleterre. Ils ont étudié et ils sont revenus développer le pays. Ils ont fait venir par ailleurs des techniciens étrangers pour développer le pays. Le seul dans l'histoire encore qui ne comprend rien, c'est l'Africain lui-même. C'est-à-dire que vous voyez un gars comme Maître Gims, un petit Congolais, né et grandi en France, ou moi arrivé en France, il avait je crois 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça. Vous avez un gars comme ça qui veut vous montrer que il est un très grand pratiquant de l'islam. Il est un très grand musulman, au point de reprocher aux Saoudiens d'installer des sapins de Noël partout en Arabie Saoudite et de mettre des guirlandes, des trucs de la fête de Noël et tout ça. L'Arabie Saoudite a compris que pour convaincre les autres à venir chez nous, on doit laisser l'islam rigoriste là et autres. On doit éviter de frustrer les gens qui viennent chez nous, soit pour s'installer, soit pour y vivre, soit pour faire du business, je ne sais pas trop quoi. On doit s'ouvrir au monde entier. L'Arabie Saoudite maintenant veut organiser la Coupe du Monde de 2034. Il y a le Qatar qui a déjà montré l'exemple. Vous avez des fêtes internationales qui sont là-bas. Ce n'est pas pour rien que vous voyez, on dit, il y a un match de boxe. C'est en Arabie Saoudite que ça se joue. En fait, ils sont dans une opération de séduction pour faire venir les gens chez eux. Vous comprenez? Et maintenant, ils veulent organiser la Coupe du Monde 2034. Ce sont d'ailleurs les favoris pour organiser cette Coupe du Monde. Ils se disent quelque part, il faut qu'on s'ouvre aux autres aussi. Et vous arrivez dans les aéroports en Arabie Saoudite, les périodes de fête, vous avez des sapins de Noël. Sapins de Noël, ça renvoie à une fête religieuse. Mais vous avez des gens nés et grandis en France qui vous montrent qu'ils sont tellement plus musulmans que les Saoudiens eux-mêmes. Et qui disent que maintenant c'est la terre du prophète, on ne doit pas accepter le christianisme là-bas. Mais eux, ils sont nés et grandissent dans des pays chrétiens. Et il y a ce qu'on appelle en France la prime de Noël qu'on donne à toutes les familles. Sans discrimination de religion ni quoi que ce soit. Tu as droit à la prime de Noël, on donne la prime de Noël. Mais ça s'appelle prime de Noël. C'est à la période là quand la prime de Noël passe. Vous voyez les musulmans, ils sont partout, ils achètent des grosses télés, ils achètent des ceci, des cartons de ceci et tout ça. Ils oublient que tous les jours ils crachent sur les chrétiens qu'ils appellent les kafirs. Mais c'est un gouvernement des chrétiens et tout ça là, de la France. Ce n'est pas un pays musulman. Ils donnent cet argent-là, sans faire de discrimination. Et ils prennent, ils mangent, ils insultent les chrétiens. Donc l'Africain, encore une fois, est-ce que les Africains, vous comprenez que vous n'êtes que des sous-traitants et que vous ne serez jamais respectés dans l'islam, vous ne serez jamais respectés dans le christianisme. Vous ne serez respectés que quand vous allez épouser la religion de vos propres ancêtres. Comment vos ancêtres faisaient avant l'arrivée de l'islam et du christianisme? Comment ils pratiquaient leur culte? Comment ils rendaient leur culte à Dieu? Comment ils se comportaient? Comment? C'est en revenant aux sources. C'est en embrassant la totalité, n'est-ce pas, de ces connaissances-là,
que vous allez vous sentir vous-même aimé et respecté. Et le véritable amour, ça commence par l'amour de soi-même. Quand tu te détestes déjà toi-même, quand tu renies tes propres origines, quand tu te refuses, en fait, tu es capable de tout sacrifier ton soi pour ressembler, n'est-ce pas, à quelqu'un d'autre, pour embrasser les valeurs venues d'ailleurs, tu n'es qu'un sous-fifre, en fait. C'est pour ça que vous voyez, beaucoup sont prêts à blanchir leur descendance. Aujourd'hui, la mode en France, c'est que tous les Noirs, les Noirs veulent avoir des femmes arabes. Ils sont très contents de dire que ma femme est tunisienne, marocaine. Vous voyez, tout ce genre de conditionnement mental, psychique et tout ça là, c'est un travail, ça demande beaucoup d'années. C'est pour ça qu'il faut avoir des négro-thérapeutes de ma trempe pour faire ce travail. C'est très important d'avoir des gens comme moi. Même si quand je fais le truc comme ça, ils ne vont pas suivre. Ils sont assis sur les Congossas là-bas. Mais là, je viens de faire peut-être 30 à 40 minutes, 50 minutes, de très haut niveau, de très haute intensité. Ce que je viens d'apporter là, c'est énorme comme contribution. Sauf qu'il y a peut-être certains qui ne sont pas encore au niveau. Certains ne comprennent pas les enjeux. Peut-être qu'ils vont comprendre plus tard. Peut-être mon message n'est pas pour certains maintenant. Mais le message, ça va servir aux gens qui viendront même plus tard et qui vont s'asseoir et qui vont regarder toutes les vidéos, tout le travail que je fais, le travail de conscientisation. Il y a certains Bamileke, quand je parle, ils croient que peut-être je m'adresse à eux directement. Je m'adresse à vous, mais peut-être si vous n'êtes pas encore prêt à recevoir le message, parce que pour que tu puisses recevoir le message, il faut déjà être prêt. Et être prêt, ça veut dire quoi? Il faut que tu fasses déjà un travail de fond sur toi-même. Sinon, c'est que tu n'es pas encore prêt. Parce que dans la spiritualité, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Si le maître n'est pas apparu, c'est parce que tu n'es pas encore prêt. Quand tu vas engager à emmagasiner suffisamment de connaissances, le maître va se présenter. C'est aussi simple que cela. Donc peut-être qu'ils ne sont pas les destinataires. Peut-être dans 5-10 ans, il y a des gens qui vont venir, qui vont peut-être apprendre tellement de choses, dans ce que je dis, dans ce que je porte comme message pour la communauté Bamileke et la communauté camerounaise en général. Donc, nous sommes là dans une situation inédite. À Mohamedia, les rotatives ne s'arrêtent guère de fonctionner. Ici, 830 000 Corans ont été imprimés en 2012. Pour les autorités religieuses du Maroc, l'objectif est de sortir 1 million de livres par an dès 2013 afin de répondre aux besoins grandissants des mosquées marocaines. Mais pas seulement. Et une fois ce stade est atteint, alors on va procéder à satisfaire les Marocains résidant en Europe, en Italie, en France, en Allemagne, en Belgique. Parce qu'ils ne cessent de nous réclamer des copies, des exemples. Ils ne cessent de le réclamer. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Coran en France. Est-ce que vous comprenez le fond du problème? Ça veut dire qu'il y a des Corans ici, sauf qu'il y en a qui estiment que c'est comme un poison qu'on est en train de distiller dans la société. Parce que vous avez des musulmans aujourd'hui, d'autres qui sont des imams en France, qui prennent le micro, qui disent aux gens, si vous mangez du porc, vous raisonnez comme un porc. C'est dangereux de vivre dans des pays comme ça, mélangés avec des gens. Il y a d'ailleurs un qui a dit récemment qu'ils vont prendre toute la France bientôt. Et qui vont occuper toute la France. Tous les gens qui mangent le porc seront sacrifiés et tout ça. Et il dit qu'il a lu ça toujours dans le Coran. Donc, à un moment, il y a certains qui se disent, on va se protéger. On ne va pas entrer dans cette forme d'islam. Parce que nous sommes nés, nous avons grandi en Afrique avec des musulmans. Si tu viens entre les Camerounais, tu ne sauras pas qui est musulman, qui est chrétien. Donc, les gens s'en foutent des choses comme ça au Cameroun. C'est des trucs, ça ne nous prend pas. On mange ici, là, chez le musulman, on va là-bas avec le chrétien, le musulman. En fait, tu ne sauras pas la différence. Parce que chez nous, ce n'est pas quelque chose qui divise les gens. Le tribalisme, certes, ça va diviser, mais les questions religieuses, rarement, au Cameroun. Les chrétiens font leur truc, les musulmans font, bref, les gens vivent leur vie tout simplement. Sans avoir besoin de se compliquer. Mais il y a des pays où c'est la pratique de l'islam est tellement rigoriste et on ne tolère pas ceux qui sont non musulmans. Et c'est ce qui devient dangereux. C'est pour ça que si vous êtes nombreux quelque part, aujourd'hui, tapez sur YouTube pour vous renseigner sur ce qu'on appelle les chrétiens d'Orient. C'est une honte monumentale. Que deviennent les chrétiens d'Orient? Il y avait des millions de chrétiens en Irak, en Syrie, en Afghanistan, au Liban. Et tout ça, ils étaient là par millions. Beaucoup ont disparu. Beaucoup ont perdu leur terre. Beaucoup se sont retrouvés en exil. Beaucoup ont été exécutés. Tout simplement parce qu'il y a cet islam rigoriste-là qui a dit c'est une terre des musulmans. Ceux qui sont non musulmans doivent partir. Or, il y avait déjà des chrétiens là-bas, des millions d'années, des centaines de milliers d'années avant. Il y avait déjà des siècles avant, je vais dire, des musulmans dans cette partie du monde.
des chrétiens dans cette partie du monde et des animistes aussi. Donc ici, quand je m'adresse au peuple africain, c'est pour qu'on se comprenne très bien que nous jouons le jeu des autres. Et dans ce jeu-là, nous serons toujours les perdants, parce qu'on ne connaît pas les règles. En quantité. En dehors des mosquées marocaines, 25 000 exemplaires ont été envoyés en France l'année dernière. Le Maroc fournit également les mosquées d'Afrique de l'Ouest. Ce que vous venez de voir, ce n'est On fournit les mosquées d'Afrique de l'Ouest. J'étais récemment en Côte d'Ivoire, vous arrivez en plein cœur d'Abidjan, dans le quartier, comment ça s'appelle, Vétrècheville et tout. Vous avez une très grande mosquée, la mosquée marocaine. Très grande mosquée, et vous avez également la mosquée des Libanais et tout ça. Vous avez, voilà, de plus en plus. Sauf que nous sommes toujours dans le truc, dans les choses des autres, comme on dit. Nous ne sommes jamais vraiment dans nos propres choses. Récemment au Burkina Faso, la journée religieuse de célébration des traditions, de l'animisme et tout ça. Vous avez des jeunes musulmans burkinabés qui se sont levés, ils sont venus, ils ont saccagé des trucs. Sauf que ça n'a pas menti sur eux. La bataille était très rude. Donc vous avez des journées où vous faites votre culte musulman, il n'y a personne qui vous embête. Les animistes disent qu'ils veulent aussi célébrer leurs ancêtres. Vous vous levez, vous venez casser. Sauf que le jour-là, ça a cuit sur eux. Et je pense que la prochaine fois, ils ne vont pas le répéter. Parce qu'on est dans un environnement où les gens sont intolérants. Du moment où ce n'est pas ce qu'ils pensent, du moment où tu n'es pas de leur cercle, du moment où tu n'es pas de la même religion, on fait tout pour t'écarter, on fait tout pour te combattre et te faire disparaître. C'est ce qui est finalement très dangereux, l'intolérance. L'intolérance détruit. Donc, est-ce que les Africains ont compris ce qui se passe derrière? J'espère que vous avez très bien compris. C'était Bertie Le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu, partagez massivement. Vie, force, santé à vous. Pluie de bénédictions ancestrales. C'était Mumbeso Mbumbon, grand notable de Dieu que je suis, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Otep, Otep, Otep. Salut.